Bonjour, bienvenue, quel est votre nom? Je m'appelle Claudio. Claudio, bienvenue. Alors vous êtes représentant d'une start-up qui s'appelle Culture et Compagnie et qui dit qu'on peut mettre dans les à peu près 10 000 hectares, j'imagine que c'est rien qu'en France, de terrains libres qui appartiennent à des entreprises. Bon, on peut les utiliser pour faire des potagers et les prêter, les louer, en tout cas les mettre à disposition de maraîchers qui ne demandent qu'à faire une belle culture maraîchère, mais qui ont visiblement du mal à s'installer, 3 ans d'attente pour les maraîchers. Vous proposez donc que ces entreprises mettent à disposition leurs terrains vacants, qu'on installe des maraîchers, ce qui pourrait grosso modo permettre de dynamiser la volonté pour beaucoup de salariés d'avoir une démarche écolo. Et probablement essayer de limiter un peu nos importations de bio qui représentent 30% du bio. Est-ce que j'ai bien résumé à peu près ce que vous faites? Mais du coup, j'ai plus grand chose à dire. Vous allez nous dire qu'est-ce qui a suscité cette idée et quel est votre objectif en faisant ça? Alors, ce qui a suscité cette idée, c'est d'abord une démarche personnelle en fait. C'est de se rendre compte à un moment donné, avoir une prise de conscience écologique, se rendre compte que l'agriculture fait face à des défis et avoir envie de contribuer à ça. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout du monde agricole à la base, mais j'ai eu envie de mettre toutes mes forces et toute mon énergie au service à mon humble niveau, essayer de participer à cette transition alimentaire nécessaire en France. Et mon objectif, c'est d'aider les maraîchers, tout simplement en trouvant du foncier périurbain là où les gens vivent, donc là où les gens mangent, trouver du foncier périurbain et en plus engager les entreprises dans cette transition alimentaire en leur demandant d'investir et d'aider ces maraîchers à s'installer parce que ces maraîchers, pour produire, ils ont besoin d'un système d'irrigation, ils ont besoin de serres, ils ont besoin d'un équipement agricole qui va permettre de nourrir les gens. Donc ça, c'est l'objectif derrière. Après, on est tout à fait conscient qu'une entreprise en France, même si ça évolue et depuis 1 ou 2 ans, on s'en rend compte énormément, même dans les médias, énormément de prises de parole publiques de grands dirigeants de groupes du CAC 40 qui prennent position. Une entreprise, ça reste quand même soumis à des critères de rentabilité financière. Donc il faut, quand on va les voir et quand on leur dit « engagez-vous dans la transition alimentaire », il faut quand même que ce soit un projet qui participe de la rentabilité financière des entreprises. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc nous, on arrive avec ce projet de ferme maraîchère bio sur leur foncier en leur disant ça va vous permettre vraiment de faire un superbe projet de communication, de montrer que vous vous engagez dans cette transition. 2, c'est pas du faux là. Là, on ne peut pas jouer. On installe un jeune maraîcher à plein temps, on crée une activité économique. Donc vos collaborateurs, ils vont pouvoir participer à la vie de cette ferme. Ils vont pouvoir jardiner, ils vont pouvoir faire des jeux de team building écologique. Et ça, c'est très rare d'avoir les deux. Manger, bien sûr. L'idée, c'est de prendre le panier ensuite et faire la cuisine à la maison. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on fait faire des économies à nos partenaires entreprises, puisque ces surfaces, ce foncier inutilisé qu'ils ont, en général, ils l'entretiennent. 10 000 hectares, vous dites, en France, de foncier des entreprises. C'est en petite couronne francilienne. En petite couronne, parce qu'il y a beaucoup de terres disponibles partout en France, mais pour que ce soit à proximité des gens qui ont réellement besoin de consommer, c'est plus compliqué à trouver. Un exemple d'une entreprise avec qui vous fonctionnez, combien elle a mis à disposition d'hectares, quelles étaient ces terres foncières qu'elles avaient à disposition et qui en profite, qui s'est installé dessus. Un exemple. Alors, on a vraiment tout type aujourd'hui d'entreprises partenaires. C'est très compliqué de dresser le portrait robot. Ça peut être des très grands industriels, des gens comme Veolia, ça peut être des PME familiales. Aujourd'hui, on est en train de lancer énormément de projets en parallèle, à la fois en région Île-de-France et dans les autres régions du pays. Donc vraiment, ça implique tout type d'entreprise. Ce n'est pas que pour des grandes entreprises du CAC 40, c'est aussi pour des PME familiales dont la direction a envie de montrer qu'elle s'engage dans la transition. Un exemple autour de Paris? Quelle entreprise? Quel maraîcher? Vous avez un exemple à nous citer? Oui, bien sûr. Alors là, c'est tout frais, mais je peux vous citer une PME qui s'appelle RC Group qui fait de la PLV. Et donc là, on va lancer un projet dans le 93, c'est vraiment imminent. À côté de Dijon, on a aussi un industriel de l'alimentaire, je ne peux pas citer le nom. Bon, citez pas de nom, c'est pas grave. Donc voilà. Mais il y a vraiment de tout type de secteur d'activité. Mesdames, donc Mathilde Gracia, je le rappelle, qui est spécialiste environnement à Canal+,
France Info, Canal 27, pardonnez-moi, et Camille Adaous, qui elle est spécialiste d'environnement pour France Info Web. Mathilde. Quelle quantité vous arrivez à avoir sur chaque parcelle, entre guillemets, et ça permet vraiment à un maraîcher de vivre? Oui, alors, on cible des surfaces qui sont assez grandes, c'est pour ça qu'on parle plutôt de fermes plutôt que de potager. Nous, on crée des fermes maraîchères bio. Pour pouvoir faire vivre un maraîcher à plein temps, il faut une surface d'1 hectare. En dessous, c'est vraiment trop compliqué. Et on est sur des systèmes techniques qui s'appellent bio-intensifs, où en fait on essaie évidemment aucun intrant chimique, travail superficiel du sol, faiblement mécanisé, pas de tracteur, pour faire en sorte qu'en fait il y ait une très haute densité de plantation au mètre carré. Il existe déjà des fermes qui s'inspirent de ce type de technique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La ferme du Bec et Loing en Normandie est très connue, elle a fait l'objet de plusieurs études avec l'INRA notamment, mais il y a une dizaine de fermes en France, certaines qui n'ont pas forcément envie d'être connues d'ailleurs, qui font ce genre d'itinéraire technique. Camille. Et est-ce qu'il y aurait la possibilité de relier donc, la production de ces zones de maraîchage avec les cantines, par exemple, des entreprises? Ça fait vraiment du coup un circuit très court où le légume, les fruits sont cultivés et après rentrent dans le circuit de l'entreprise. Oui, ça fait complètement sens. Alors, il y a plusieurs défis à travailler avec la restauration collective. En général, il y a des problématiques d'ordre sanitaire. Il y a aussi des restaurants d'entreprise qui n'ont plus les compétences d'une légumerie, donc ils ne savent pas éplucher des légumes. Donc du coup, ça implique de créer un atelier de transformation. Mais en tout cas, vous avez tout à fait raison et on est en discussion dans certains projets pour faire ça. Le plus simple, ça reste le système de panier, un peu comme des AMAP ou La Ruche qui dit oui. Vous achetez votre panier, vous êtes abonné, chaque semaine vous prenez votre panier, vous le ramenez chez vous et vous cuisinez pour votre famille. Après, effectivement, la restauration collective, c'est super intéressant. Et puis aussi les cantines scolaires, pourquoi pas. C'est le début, c'est le début. Vous êtes encore tout jeune. Qu'est-ce qu'il vous faut pour continuer? C'est la question qu'on pose à toutes les startups qu'on reçoit ici. Votre souhait pour les 3 mois à venir et les 5 ans à venir? Alors pour les 3 mois à venir, je lance un appel à tous les salariés qui nous écoutent, qui font partie d'entreprises qui ont des espaces verts qui ne sont pas utilisés. Voilà, si vous avez 1 hectare, c'est 10 000 m², c'est la taille d'un gros terrain de foot. Contactez-nous sur notre site web cultureetcompagnie.fr. Et vous avez dit les 3 prochains... les 3 ans, 5 ans, c'est vous qui fixez vos objectifs. 3 ans. Ouais, les 3 ans à venir. J'aimerais bien qu'on ait une vingtaine de fermes en opération et une équipe d'une douzaine de salariés. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment. Les 5 minutes sont passées. Vous avez eu l'occasion donc de faire partager votre innovation ici, présentée ici à Change Now, donc cette exposition universelle. Je vais vous demander de laisser votre place à la start-up suivante, qui est la start-up Urban Forest, si je ne me trompe pas. On est toujours ici en direct du Grand Palais pour cette exposition universelle des innovations pour la planète et nous recevons donc la start-up Urban Forest. Bonjour, merci de nous consacrer ces quelques minutes. Alors vous avez décidé de créer des forêts sauvages dans les milieux urbains. Oui. Très bien, avec une méthode, semble-t-il, qui est liée à un jardinier japonais, vous m'arrêtez si je me trompe, qui s'appelle Miyawaki et qui a une particularité de faire une culture qui permet une croissance assez rapide. Vous avez déjà créé 10 forêts en Wallonie, parce que je crois que vous êtes de ce pays-là, et qui est l'objectif de tout ça, évidemment, d'apporter de la biodiversité, de compenser nos empreintes carbone, etc. Qu'est-ce qui vous a pris de vous dire « je fais une forêt sauvage dans une ville » Ça vous est venu comme ça un matin en vous disant « je manque de verdure » C'est une passion pour les arbres, pour la forêt, pour l'écosystème forestier, toutes ces interactions, cette complication, toutes ces communications entre les arbres, les racines, l'écologie, l'écosystème qui se met en place. Et je pense qu'on est vraiment terriblement déconnecté de la nature. Et l'idée, c'est d'aller au-delà d'un documentaire ou d'une prise de conscience, c'est de vraiment vivre les choses. Et j'espère que l'expérience de proximité avec une forêt peut vraiment changer et réconcilier notre économie avec l'écologie. Donc vraiment faire nos activités, mais d'intégrer une nature vraiment fonctionnelle. C'est aussi de montrer aux gens que simplement un alignement d'arbres ou de la verdure, c'est bien plus complexe la nature et
voilà, il faut vraiment que ces interactions fonctionnent, du sol aux arbres, avec tout ce qui gravite autour, qui vient se nourrir, qui vient se réfugier là. Voilà. Alors quand on parle de forêt, on parle de quoi? Quelle superficie? Où est-ce que vous faites pousser ça? Il vous faut un sol en terre? Ou est-ce que vous avez la possibilité de faire pousser des forêts en amenant de la terre? De quoi on parle quand on parle de vos forêts? C'est des mini-forêts à partir de 100 mètres carrés jusqu'à 1000 mètres carrés. Il faut des zones de pleine terre. Il ne faut pas qu'il y ait de réseau souterrain. On va venir travailler le sol. Voilà, il faut une zone de dégagement. Il faut donc quand même un petit espace suffisant pour que la forêt puisse s'exprimer, se développer sans gêner nos activités, sans causer de problèmes de sécurité. Mais il y a énormément d'endroits comme ça, en périphérie des villes. Voilà, un petit Et peu vous laissez partout. la forêt se développer comme ça, comme elle le souhaite. C'est Je crois ça que qui est très chouette. ça c'est reste qu'en sauvage. fait, c'est vraiment sauvage. Donc on va un petit peu l'entretenir les 2 premières années. C'est très léger. Et à partir de la 3e année, c'est complètement autonome. C'est ça qui est magnifique. C'est que vraiment, enfin moi je suis à chaque fois émerveillé de me promener là-dedans. Il y a ce qu'on a planté, ce qui vient spontanément. C'est super beau à voir. Ça enclenche plein de réflexions. Voilà. On peut aller aux champignons dans vos forêts, trouver des cèpes. Hein. En automne, il y a des bons champignons qui peuvent sortir. Ouais. Bon. Camille, Mathilde. Une petite question, donc c'est des zones qui appartiennent à des personnes, la mairie, des entreprises, voilà. Comment ça fonctionne avec les propriétaires et comment vous vous assurez en fait que votre forêt elle dure et elle reste dans le temps? Alors, il y a un peu tous les publics. Ça peut être un particulier qui va faire ça dans son jardin, dans sa ferme, dans sa propriété de vacances. Ça peut être une entreprise qui a un petit peu d'espace, qui va faire ça qui va transformer une pelouse sans intérêt en une magnifique forêt. Ça peut être un espace public dans un parc, le long d'une route, un rond-point, dans une école. J'adore aussi travailler dans les écoles. Et les enfants se vivent ça et tout ça. Et alors la pérennité, c'est ça le travail. On s'assure en fait quand on rencontre des gens que les gens sont vraiment impliqués. Parce que contrairement à un modèle par exemple où on va financer des arbres qui vont être plantés loin, là c'est vraiment quelque chose qu'on va faire près de chez soi. Donc il faut vraiment que le propriétaire ait cet enthousiasme et vraiment cette connexion. Et si ça existe, on le détecte assez rapidement. On est sûr que ça va marcher parce que les gens sont très vite tellement fiers de leur forêt et tout ça qu'ils en prennent très soin. Mathilde. Alors une question, parce que vous parlez de forêt un peu luxuriante, mais faire pousser des arbres, ça prend du temps. Donc déjà, combien de temps, à partir de quel moment vous considérez que vous avez une forêt? Et vous plantez simplement des arbres? Qu'est-ce que vous faites d'autre pour avoir un écosystème un peu riche? Alors c'est ça qui est extraordinaire avec cette méthode Miyawaki qui nous vient du Japon, c'est que ça va extrêmement vite. Donc en fait, on va préparer le sol, on va apporter des amendements si c'est nécessaire pour améliorer la texture du sol. Plus le sol est meuble, plus les racines vont pousser rapidement. On va utiliser uniquement des espèces indigènes qui sont parfaitement intégrées au site, qui aiment bien le pH, toutes les conditions locales. Et puis tout ça comme on les met tous ensemble, on plante 15 à 30 espèces différentes. Il y a une cohésion qui se crée, il y a une communauté d'espèces. En fait, pendant très longtemps, on pensait que la compétition était le facteur prédominant dans un écosystème, dans la nature. Et on se rend compte de plus en plus, la science le documente, que la coopération est un facteur sans doute beaucoup plus important. Et alors, on ne sait pas vraiment expliquer en détail pourquoi ça pousse aussi bien et aussi vite, mais c'est cet ensemble de facteurs, le microclimat, le sol qui est bien préparé, les espèces indigènes. Tout ça fait que ça pousse au maximum de son potentiel. Même sur des très petites surfaces, vous arrivez à recréer quand même une biodiversité très riche. Exactement. Aussi petit soit-il, c'est une réelle forêt avec la multiplication des interactions d'un écosystème. Alors évidemment, il ne va pas y avoir des cerfs qui vont se promener à cet endroit-là. Ça va être plus une petite faune, des petits oiseaux, etc. Les plantes, c'est phénoménal, tout ce qui vient. C'est très très beau. Juste une dernière question parce que c'est la règle, vous avez eu 5 minutes, je crois qu'on a bien cerné les tenants et aboutissants de votre innovation. Est-ce que vous avez réfléchi à planter plutôt des arbres fruitiers, qu'on puisse en plus profiter des pommes, des poires et des Scooby-Doo?
Alors bien sûr, parce qu'il y a vraiment cette connexion viscérale, on sent l'alimentation est très importante pour tout le monde, ça parle aux gens. Et on plante des arbres fruitiers en périphérie de ces forêts. À l'intérieur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on plante quelques fruitiers natifs de chez nous, des pommiers, des framboisiers, des choses comme ça, mais ça ne va pas produire beaucoup et en plus c'est tellement dense qu'on n'y a pas vraiment accès. Donc les fruitiers, on va les mettre en périphérie et ça marche très très bien. La croissance des arbres est phénoménale. J'ai un ami qui plante des arbres des fruitiers depuis 20 ans et il me dit ne jamais avoir vu un fruitier pousser aussi vite. Et alors là, c'est plutôt une production, on va dire, de loisirs. On va se promener et prendre une pomme comme ça en passant. Ah mais moi je suis à fond pour ce loisir-là. Me promener en forêt et manger des pommes, j'achète. C'est 10 ça qui est forêts en génial. Wallonie, vous avez dit déjà. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 3 ans à venir? On souhaite plein d'autres forêts, de plus en plus de gens qui font ça chez eux, les entreprises qui s'y mettent, les services publics, et que tout ça se multiplie de plus en plus. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci infiniment. Donc votre start-up s'appelle Urban Forest. On vous souhaite tout le bonheur possible parce que c'est très poétique en tout cas et après tout ça fait partie du bien-être. C'est du bien-être, c'est la qualité de vie. Voilà, bonne Merci journée, infiniment. merci beaucoup. On va recevoir tout de suite une autre start-up présente ici à Change Now, l'exposition universelle de l'innovation pour la planète. 3e start-up, je vous en prie, venez, prenez place. Peace and Love. Peace, P-E-A-S. Donc il ne s'agit pas de la paix, mais Des petits pois. des petits pois parce que Peace and Love a décidé de faire des fermes urbaines collectives où vous pouvez, sur les toits des immeubles, etc., louer une petite parcelle qui, par ailleurs, assez étonnante et permet une activité diversifiée, potagère diversifiée. Le principe, c'est que chacun loue une parcelle qui est utilisée, entretenue par un city farmer, un fermier de la ville. D'où vous vient cette idée? Où vous en êtes? Combien déjà de potagers comme ça en ville vous avez? Alors le concept est né d'une manière très simple. Notre fondateur Jean-Patrick s'est rendu compte que tous les ans, au mois de février-mars, il allait dépenser 150 € chez le jardinier du coin et il plantait tout dans son jardin, plein de bonne volonté, et un mois plus tard, tout était décédé. Parce qu'il n'avait absolument pas la même on comprend ça. Donc du coup, ça a commencé à germer dans sa tête et cette idée de structure, il s'est dit, je ne dois pas être le seul qui veut me reconnecter à la nature et donc du coup, il faut que je fasse quelque chose. Et Peace and Love, du coup, est né dans sa tête il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, on a actuellement 2 fermes ouvertes à Bruxelles, une qui s'apprête à ouvrir au mois d'avril et 4 en région parisienne avec une autre qui va ouvrir aussi au mois de mai dans le 15e arrondissement. Avec un système de parcelles, expliquez-nous, vous avez des structures, j'ai vu sur votre site internet, des structures assez particulières qui permettent de cultiver des légumes, des fruits, enfin tout ce que vous proposez à la culture, à la fois de manière horizontale et verticale. Tout à fait. Alors on a 2 modèles de parcelles en fonction de l'ensoleillement, mais donc du coup ce qui nous permet une culture horizontale et verticale. Et donc du coup c'est une structure métallique avec des sacs de terre et on va venir planter du coup tout ce on rêverait d'avoir. Donc en été on va avoir des tomates, des concombres, des courgettes, des salades, de la tétragone parce qu'on cherche aussi surtout à refaire découvrir le vrai goût des aliments. C'est qu'une tomate, si c'est la variété qu'on va retrouver en supermarché, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, on cherche à choisir des variétés peu connues ou oubliées, comme aussi par exemple la tétragone qui est un épinard d'été. Déjà, qu'on mange des tomates au moment où elles poussent, ça aussi. C'est déjà pas mal. Ça Alors, aussi. moi, je loue une parcelle, je ne sais plus, 38 € 38 par € mois par à peu mois près. pour un abonnement de 1 an et 34 pour 3 ans. Avec ces 38 € et cette parcelle, je nourris combien de personnes? Uniquement moi ou Alors nous, clairement, notre but, c'est de donner une expérience de reconnexion à la nature. Notre but, c'est pas de dire on va remplacer les agriculteurs ou nourrir une famille. Nous, on produit avec notre potager, du coup, comme vous avez dit, de 3 mètres carrés, on produit entre 30 et 40 kilos par an en fonction du climat, etc. Ce qui est déjà énorme pour un potager de cette surface-là. Mais un adulte, en comparaison, mange environ 100-110 kilos de fruits et légumes par an. Donc c'est clair qu'on ne va pas remplacer toute l'alimentation. Mais l'idée, c'est que l'été, quand la nature nous offre tous ces cadeaux, qu'on puisse rentrer avec un bon gros sac de récoltes, avec justement des récoltes valorisantes comme les tomates, les courgettes, les concombres, etc. Et je peux moi-même participer à des activités sur les toits, dans ces parcelles-là, tout à fait, pour apprendre ensuite à refaire des choses chez moi ou à mes enfants à replanter. Tout à fait. En fait, on veut offrir justement cette reconnexion, donc ça passe aussi par les ateliers. Donc pour déjà comprendre la nature, comprendre son
son rythme, comment ça fonctionne sur le potager, quel impact on a sur son potager, mais effectivement comment on peut participer à des ateliers de plantation. Et on veut aussi proposer par exemple aux enfants des ateliers pour qu'ils apprennent aussi sur leur potager. Donc par exemple à apprendre à reconnaître les bonnes bébêtes, des mauvaises bébêtes dans le potager, ou créer des événements de communauté. On veut vraiment essayer de créer une communauté positive qui veut participer au changement qu'on veut voir demain dans nos fermes. Et du coup c'est ça qu'on tente de faire. Merci beaucoup. Mathilde, Camille? Est-ce que vous avez du mal à trouver ces parcelles? Est-ce que finalement l'agriculture urbaine c'est difficile à mettre en place, ou les gens sont plutôt les espaces qui sont disponibles sont faciles à récupérer? Je dirais qu'effectivement c'est un de nos plus grands challenges, c'est de trouver les espaces qui sont disponibles. Les discussions sont parfois un peu longues avec les différents partenaires, parfois ça peut aller de manière très rapide, mais en tout cas on est toujours à l'afflux de nouvelles opportunités et on espère pouvoir offrir des potagers au plus grand nombre. Notamment cette année, on lance aussi le programme Peace and Love for All, où on va donner un certain nombre de nos potagers à des projets pédagogiques ou alors à des associations pour pouvoir donner l'alimentation à plus de personnes possible. Camille? Et est-ce que justement ces parcelles, elles sont cultivées comment? C'est donc sans intrants, sans... Alors du coup, donc on ne peut pas être certifié bio parce que la législation européenne nécessite que ça soit dans la terre, vraiment à même le sol, et nous en général on est sur des toitures, etc. Mais tous nos process sont bio. Tous nos produits qu'on utilise, nos plants, nos bébés plants qu'on reçoit sont issus de producteurs biologiques. Tous nos produits sont acceptés dans l'agriculture biologique. Il y a même des produits qui sont acceptés en bio que nous on refuse d'utiliser parce qu'on ne les trouve pas adéquats. Et donc on s'inspire de la permaculture. On essaie de mettre des variétés différentes ou complémentaires ensemble dans les bacs. Merci infiniment. Vous trouvez suffisamment de ce que vous appelez les city farmers pour faire genre, enfin les fermiers urbains? J'ai cru comprendre qu'une formation spécifique au maraîchage urbain était en train d'être développée. Je crois que c'est à Nantes. À Nantes, et on a d'ailleurs un alternant de cette formation. Cette formation a été créée cette année, donc on a accueilli chez Peace and Love un de leurs élèves. Et forcément, c'est un petit peu plus dur à Paris de trouver des bons profils, mais on s'en sort très bien et surtout, vu notre projet, on n'a que des gens passionnés et ça, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. En tout cas, s'il y a de la formation spécifique pour les maraîchers urbains, c'est que l'idée prend forme et qu'il y a un véritable circuit d'économie circulaire viable, avec un business model, comme on dit, viable. Donc, félicitations. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 3 ans à venir? Plus de fermes, plus de légumes et que le monde s'améliore. Voilà, et que les enfants sachent décerner les bonnes bébêtes des mauvaises bébêtes, j'ai noté. Tout à fait. Merci Peace and Love, on vous souhaite tout le bonheur du monde dans vos fermes et dans vos parcelles à louer en ville. Et on accueille maintenant, merci beaucoup, on accueille maintenant le représentant ou la représentante qui a un œil au beurre vert, visiblement. De Urban Canopé. Urban Canopé est présente, je ne sais pas si on a une caméra à proximité, de la structure d'Urban Canopé qui est très imposante ici sous la nef du Grand Palais. Urban Canopé qui propose en fait de végétaliser nos villes, parce que souvent il y a ce qu'on appelle des îlots de chaleur qui en période de canicule ou ne serait-ce qu'en été dégagent énormément de chaleur, et propose de pouvoir positionner des structures qui vont faire de l'ombre mais aussi apporter de la végétalisation, totalement autonome et mobile sous forme de pots, parce qu'on ne peut pas planter partout dans le bitume dans nos villes, pour apporter un peu plus de biodiversité, peut-être prendre un petit peu de CO2, puis surtout qu'on soit plus à l'aise en dessous. Qu'est-ce qui a généré cette idée chez vous et quels sont vos objectifs? Alors l'idée est née en fait dans les laboratoires de l'école des Ponts et Chaussées, qui travaille depuis plus de 10 ans sur les structures légères et modulaires. Et en fait, après la canicule de 2016, les chercheurs des laboratoires qui avaient travaillé sur des grandes structures, notamment au Solidays avec un chapiteau éphémère, une cathédrale éphémère à Créteil. Donc après la canicule de 2016, ils se sont dit mais pourquoi on n'utiliserait pas nos structures pour greffer du verre dans la ville, partout où aujourd'hui nous n'avons pas de solution. Et donc Urban Canopy en fait est né comme ça. Donc on est une start-up issue donc, de ces laboratoires-là. Et donc on a dû travailler sur des modèles qui soient reproductibles, des structures qui soient scalables,
de ne pas commencer par faire du sur-mesure, parce que c'est des projets quand même assez gros, assez coûteux. Et donc on a commencé avec Corolle, qui est en fait le premier mobilier urbain végétalisé, et en effet autonome et connecté, comme vous l'aviez dit. Donc en fait Corolle, c'est 1 mètre de diamètre au sol, 4 à 5 mètres de haut et 8 mètres de diamètre. On va essayer de demander à Jérémy de retrouver cette structure là pour vous la montrer. Quand vous dites connecté, ça veut dire quoi? Connecté dans le sens où pour que le végétal pousse, il faut lui donner de l'eau. Et donc en fait à la base de ces corolles là, vous avez un pot avec 200 litres d'eau. Au-dessus vous avez la réserve de substrat, 300 litres. Les plantes grimpantes qui vont prendre racine donc, dans ce substrat-là. Et nous avons créé nous-mêmes une box Sensopi pour une irrigation intelligente et connectée. Donc en fait, les datas sont envoyées par Sigfox. Donc c'est des datas... Sigfox qui est un moyen de communication en basse des fréquence. objets connectés en basse fréquence. Tout à fait. Voilà, c'est une sorte de Wi-Fi un peu moins nocif probablement pour... C'est ça, un peu plus low-tech. En ondes. Un peu plus low-tech qui est un terme qu'on entend beaucoup ici d'ailleurs. Tout à fait. Et donc en fait, on a développé un algorithme d'irrigation qui permet de donner la bonne quantité d'eau quand il faut. Donc vous avez une petite pompe dans la réserve d'eau, un système de goutte à goutte. Et donc suivant les valeurs qui sont récoltées, ça déclenche ou non le système d'arrosage. Donc nous avons aussi un petit panneau solaire pour l'alimentation de cette batterie et de ces capteurs-là. Ce qui fait que la structure est totalement autonome et autoportante. Donc on peut, d'ailleurs vous l'avez très bien résumé, vous connaissez bien le projet. Je vous remercie beaucoup. C'est une structure qui peut être posée partout, où on ne peut pas planter, partout on ne peut pas creuser. Donc on a fait différents projets. Alors lesquels par exemple? Alors donc aujourd'hui on a développé 24 corolles en France. On a commencé l'été 2019. Donc on en a mis sur le parvis de la Bibliothèque nationale de France, donc un parvis bois. On en a mis à Toulouse sur une place où en dessous il y a un parking, donc impossible de planter d'arbres par exemple. Oui. On en a mis justement avec Peace and Love sur le toit du centre commercial Domus à Rosny-sous-Bois. On en a mis avec la ville de Reims, derrière la gare. On en a mis sur le siège du Crédit Agricole à Pau, à Marseille dans un écoquartier avec Eiffage. Donc voilà, clients publics privés. Et là, cette année, on continue encore plus fort en développant environ 70-100 corolles, mais pas que des corolles, parce que justement, comme on a un projet issu des labos, en fait, on peut faire n'importe quelle forme désirée avec la même technologie. Et donc, notre but, c'est de ne pas rester au sol, lié justement à l'encombrement urbain, mais d'aller en hauteur, notamment sur les toitures, les façades, et donc de développer d'autres formes pour végétaliser les toitures. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais en effet... Alors j'allais vous poser la question, c'est tout à fait intriguant. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà, donc j'ai un quart du visage peint en vert, parce que si on végétalise un quart des villes en plus, donc 25%, on baisse les températures de 2 à 4 degrés. Et donc c'est pas en restant au sol qu'on pourra végétaliser ces 15%, c'est en allant là où il y a de la place, et donc les toitures. Donc on sait que le végétal, c'est la meilleure climatisation naturelle qui existe au monde. Et donc voilà, on permet au végétal de se développer. Merci beaucoup Camille. Merci. Mathilde, attendez, ne bougez pas, nos spécialistes vont venir vous poser les questions qu'elles ont à vous poser. Au niveau des matériaux que vous avez utilisés dans votre structure, est-ce que vous avez pensé vraiment à l'impact, au bilan carbone en fait de votre structure? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il y a une thèse en cours à l'école des Ponts et Chaussées avec Julien Cravero qui fait sa thèse sur l'atténuation des îlots de chaleur urbains sur les nouveaux greffons végétalisés, avec analyse de cycle de vie. Et donc dans l'analyse de cycle de vie, il y a notamment les bilans carbone. Donc tout ça c'est calculé justement pour qu'on soit le plus bas carbone possible. Notre but c'est d'être bilan nul. Et donc justement on avait été élu solution bas carbone avec le C40 Cities. Parce que voilà, au-delà de végétaliser, bien sûr, il faut prendre en compte le bilan carbone. Aujourd'hui, les matériaux, c'est des matériaux composites, c'est de la fibre de verre. Et donc, on aimerait lancer une thèse prochainement sur les matériaux biosourcés. Parce qu'on sait qu'au niveau de l'impact, les biosourcés sont bien sûr plus intéressants. On peut repasser les images là, de Jérémy qui a trouvé votre structure. Voilà, c'est ce dont on parle. Donc vous comprenez cette structure qui couvre d'ailleurs la vue vers la verrière, c'est-à-dire qu'on est sur un toit végétalisé. C'est d'ailleurs de là que vient le terme canopée, qui est le toit des forêts, et notamment des forêts amazoniennes. Donc vous voyez ici cette espèce de pot géant dont on sait qu'il est totalement autonome, ultra connecté et donc rationnel dans sa gestion et dans son recours aux ressources. Et puis vous voyez toutes ces plaintes grimpantes qui vont jusqu'en haut de la structure, donc métallique ou en divers matériaux qui vont encore être développés et qui vont apporter au pied de ces pots dans les villes un petit peu d'ombre, et ça va faire du bien. Mathilde?
Quel entretien ça demande? Parce que donc, vous avez recours à quelque chose d'assez sophistiqué pour être sûr que c'est bien alimenté en eau, etc. Est-ce que au bout d'un an, il faut changer les plantes? Comment ça marche? Alors, donc justement, grâce à cette Sensopie qu'on a développée, ça va permettre de donner donc la bonne quantité d'eau quand il faut. Et donc, le client aura accès à une application pour suivre justement le niveau d'eau dans la réserve. Donc, il y a aussi un capteur de niveau d'eau. Aussi avoir des données sur l'humidité de la terre, la température sur la canopée, ce genre de choses. Et puis, donc, au niveau de la maintenance, en fait, c'est très simple parce qu'une plante grimpante est finalement assez facile. Il faut juste faire 2 à 3 tailles par an et puis remettre de l'eau dans le réservoir. Donc il y a un accès pour mettre de l'eau. Et donc par exemple sur les projets qu'on a dans le sud de la France, on estime qu'il faudrait remplir la réserve 2 à 3 fois par an. Donc c'est vraiment une maintenance assez limitée. Donc soit on le fait, soit c'est nos clients qui choisissent de le faire eux-mêmes avec des services techniques ou voilà, des personnes qui sont là pour ça. Ok. Alors vous allez dire que j'ai un prisme sur la gastronomie et l'alimentation, mais vous avez pensé à mettre de la vigne, qu'en plus d'avoir un peu d'ombre, on puisse avoir des raisins à manger. Tout à fait, donc c'était le cas avec Peace and Love, donc projet d'agriculture urbaine, où ils ont mis du kiwi, de la vigne. Également en cheville avec Peace and Love. Voilà, donc ils nous ont commandé des structures Corolle, et donc eux ils ont mis du kiwi, de la vigne, et ils s'occupent de l'entretien. Donc finalement, nous à chaque fois on met des palettes végétales différentes, on propose des palettes végétales, donc suivant le lieu, c'est pas voilà, suivant le climat, la localisation, on propose pas les mêmes plantes. Donc il y a une très très grande diversité de plantes grimpantes, c'est aussi l'avantage. Et donc suivant le choix du client, des plantes qui se mangent pas, qui soient colorées, qui perdent leurs feuilles l'hiver ou non, voilà, il y a tout un choix possible. Moi j'aime bien quand elles se mangent quand même. Il y avait un navigateur que du vous houblon. connaissez. Enfin, alors du houblon, j'en sais rien, du houblon ou du tabac, c'est à vous de voir. En tout cas, du raisin, pourquoi pas. Il y avait un navigateur qui s'appelle Moitessier, je ne sais pas si vous le connaissez, qui à un moment avait proposé à tous les maires de France de changer les platanes pour des pommiers. Bon, ça s'est pas forcément fait, mais c'était une belle idée. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 3 ans à venir? Parce qu'on nous souhaite de concrétiser tout ça, de développer davantage de projets, d'aller sur les toitures, les façades, proposer plein de modèles différents et in fine de faire après du sur-mesure avec les architectes pour voilà, vraiment dessiner l'exosquelette et toujours végétaliser. Très bien. On vous souhaite ça. Merci infiniment. Merci. Vous êtes Urban Canopée, vous êtes présent sous la nef du Grand Palais pendant 3 jours pour cette 3e exposition universelle de l'innovation pour la planète où on parle évidemment d'environnement mais également d'économie solidaire. Il y a plus de 1000 solutions proposées ici pour du développement durable, vivre mieux dans une planète plus saine.